Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 6, épisode 5, les jeux vidéo. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Jean-François. Hello Sim, ça va? Oh oui, ça va très bien toi? Ça va pas pire. Oh, les jeux on parle vidéo. de jeux vidéo. Ouais, je t'ai entendu, t'étais comme, ouais, on va perdre tout. podcast de board game ici. On va perdre toute notre auditoire. Ben non. C'est sûr qu'on va parler de jeux de table, hein, bien entendu, on l'a dit, particulièrement de jeux de table et de jeux de société. Mais on va parler des adaptations de jeux vidéo en jeux de table. Donc de plus en plus populaire, on va découvrir justement qu'il y en a pour tous les goûts. Ça fait longtemps que ça existe, mais là, depuis les dernières années, il y en a de plus en plus. Il y a un engouement renouvelé, c'est certain. Alors, bien que je n'ai vraiment pas essayé beaucoup de jeux, finalement, je me rends compte d'adaptation, mais il y en a beaucoup qui m'intéressent, puis je vois qu'il y en a de plus en plus. Là. Mais c'est tous des mauvais jeux, non? Les jeux adaptés de jeux vidéo? Quel préjugé! Ok, on va se lancer tout d'abord dans un petit peu d'actualité, hein, bien entendu, JF, on aime ça, l'actualité. Peut-être que toi, tu voudrais nous partager quelque chose? Ben écoute, sans vous parler de jeux cette semaine, je vais vous parler de un podcast que je suis allé écouter, que je suis allé voir l'enregistrement. Qui s'appelle Les Amazones, et c'est un podcast féministe et entièrement féminin, donc sur la culture geek au féminin. C'est un podcast qui est diffusé toutes les semaines, les mercredis, et qui ont un paquet de sujets. Là, ils vont traiter de plusieurs sujets geeks différents. Cette semaine, c'était le sujet du jeu de société. Donc c'est super intéressant d'entendre un point de vue féminin de ce côté-là, de voir que les gamers s'identifient, que les femmes peuvent s'identifier comme gamers, puis ils l'assument de plus en plus. Je pense qu'il y a tout un questionnement qui est fait, c'est quoi une femme gamer, puis comment ça se différencie des autres gamers. Tu sais, il y a plein de sujets comme ça, comme... qui a été traité et super intéressant. On a entendu parler en fait il y avait Nina la baronne le floc pour nous parler de la récréation. Nina Michel la baronne. Exact, entre autres. Donc on avait plusieurs intervenantes ici qui sont venus justement partager leur expérience puis parler de jeux de société. Donc c'était super le fun. Je voulais faire une petite mention aux Amazones. Cool, fait que ça va sortir, j'imagine, prochainement, là, dans les prochaines semaines, cet épisode-là. Cet épisode-là est déjà sorti, en fait. Ah, il est déjà sorti? Il est déjà sorti. Wow, ok. Bon, ben c'est magnifique. Donc, je vais aller écouter ça parce que c'est un sujet, bon, on est un peu mal placé. Il n'y a pas vraiment de filles dans l'équipe. On avait fait des demandes sur Facebook. Ça a été demandé. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous suivent sur Facebook. On cherche quand même à grandir l'équipe. On sait, et on cherche d'ailleurs des filles chroniqueuses qui sont prêtes à embarquer dans l'aventure. Bon, malheureusement, comme j'ai dit à toutes les gens qui nous ont écrit, non, il n'y a pas de salaire de prévu pour ça. Désolé les amis. Désolé. La seule personne ici qui est payée, c'est Robert Bobby. Ah ouais, puis une chance, hein, il fait la job. Ouais, il fait la job, effectivement. Donc, t'es allé dans un événement mondain, et moi aussi, je suis allé dans un événement mondain de mon côté. C'était, en fait, la remise des Lys, ce prix québécois très prestigieux, en fait. Ça se passait à l'Adversaire, un endroit qu'on a déjà visité à quelques reprises, qui est vraiment un pub de quartier très, très bien accueillant, en fait. Et c'était la remise des Lys. Donc on sait 3 catégories principales: jeux pour enfants, jeux grand public et jeux passionnés qui disent, donc la catégorie un peu plus expert. Super bel événement, encore une fois, des sommités étaient là pour présenter les prix, dont PPP7 qui a fait plusieurs speeches devant le public. C'était assez impressionnant à voir. En fait, la catégorie enfant, souvent c'est un peu la catégorie dont, excusez le terme, mais on s'en calisse un peu la plupart du temps. Ça reste que le monde du jeu pour enfants est très
riche et très vaste. Et cette fois-ci, on s'en fout un peu moins. Probablement, il y avait un des jeux en compétition qui est Concept Kids Animaux. Là, donc ça, c'est vraiment très cool. Et le jeu qui a gagné, en fait, c'est Zombie Kid Evolution. Donc, jeu, bien entendu, du Scorpion masqué. Un genre de legacy pour les enfants, coop. Donc un jeu là qui est, quand tu l'expliques à quelqu'un, tu te dis non, c'est impossible, c'est un jeu pour les enfants. Et au final, ça a l'air de fonctionner très bien. J'ai pas eu la chance de jouer, mais le jeu il a de l'air vraiment très cool. J'ai envie de jouer, puis je suis même pas un enfant. Donc bravo là aux listes. Ouais, c'est un des rares jeux pour enfants, tu te dis, ah, celui-là, j'ai vraiment envie d'y jouer. Exact, ça, exact, c'est ça. Ils ont l'air intéressants en effet, mais c'est moins attirant pour nous. Mais lui, je suis comme, oui, lui, il est sur ma liste. Absolument, donc félicitations là, à l'équipe du Scorpion et à Christian le poète, d'ailleurs qui dans son discours de remerciement a dit que maintenant il passait à l'histoire grâce à ce liste-là. Je crois que c'est son 5e liste qui gagne, donc il a dit vraiment que maintenant il était comme dans les annales du jeu québécois à jamais, donc félicitations, hein. Il faut toujours être confiant en ses moyens. Ouais, absolument. Ensuite, il y avait la catégorie grand public. En fait, les nominés étaient Just One. On sait, un petit jeu français qui a fait vraiment beaucoup de vagues. On avait Shadow Amsterdam, le genre de Dixit de vitesse. On avait Chronicle of Crimes, Draftosaurus et Luxor. Luxor qui est le seul que je connaissais pas du lot, en fait. Là. Qui avait été nominé pour le Spiel, si je me trompe pas. Ah, ok. Pas. Et en fait, le gagnant, moi j'ai été très étonné là, de voir que le gagnant c'était Chronicle of Crimes. Ah ouais? Oui. Pas que je pense pas que c'est pas bon en fait, mais déjà je trouvais que dans la catégorie comme grand public, c'était un peu limite. Mais il semblerait que le grand public est rendu là. Puis qu'on n'est pas dans les petits jeux de party cette année. Donc je trouvais ça vraiment très cool de voir ça. Donc bravo à Chronicle of Crimes là, pour ce liste-là. Ben, je pense que le coup de cœur innovation aussi, l'intégration de l'application vraiment bien fait, puis ça reste que au bout de la ligne, les règles, la complexité du jeu est relativement simple. Après, c'est un jeu d'énigmes, fait que c'est pas toujours simple les jeux d'énigmes, puis en effet, on peut le mettre plus pour gamer en général, mais ça reste, je pense, très accessible malgré tout. Ouais, ben en tout cas j'ai bien hâte. En plus je vais très bientôt obtenir ce jeu. Donc j'ai bien hâte là, de me claquer la campagne en entier. Yes. Et finalement, on avait donc la catégorie passionné, expert, donc les jeux un peu plus costauds. Là-dedans, on retrouvait Teotihuacan, qui est bon le fils spirituel de Tzolk'in. On retrouvait Les Charlatans de Belcacel, qui est un jeu qu'on a entendu parler maintes et maintes fois. On avait Wingspan, qui est bon le jeu qu'on a encore plus entendu parler que Les Charlatans. Il y avait ensuite Détective. Intéressant de voir qu'il y avait Détective, l'autre jeu qui cette année selon moi a vraiment utilisé la technologie là, comme d'un autre niveau. Donc ça c'est cool de voir qu'il y avait un des deux dans chaque catégorie. Et le dernier jeu en nomination c'était Western Legend. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Oui, ou... un petit peu, pas beaucoup en fait. J'en ai entendu parler que c'était un vrai sandbox en jeu de société. C'est ça. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Donc, quand ils l'ont décrit sur la scène, ils parlaient vraiment d'un sandbox. Ça me faisait penser, en fait, à Red Dead Redemption, là, qui est le jeu de Rockstar, donc à la GTA, tout ça, où vraiment, t'es un personnage, un cowboy, puis tu peux être soit gentil, soit méchant, tu peux aller jouer au poker, tu peux t'occuper de ton bétail, tu peux faire un peu n'importe quoi que tu as le goût de faire. Tu peux être méchant, tu peux être gentil. Ça rappelait un peu Merchant and Marauders aussi. Donc, c'est ça. Hein. Et ça m'a vraiment donné le goût de l'essayer. J'ai même commencé à lire les règles, d'ailleurs. J'ai pas terminé encore, parce que c'est quand même un gros manuel de règles, mais je voulais voir comment ça fonctionnait, l'aspect sandbox. Donc, c'est vraiment un peu l'aspect, là, tu vas à tel endroit, tu fais des actions pour cet endroit-là, mais ça a l'air assez bien intégré. T'as-tu l'impression que c'est un jeu scénarisé, que une scénarisation quelconque, ou c'est vraiment non, je pense que ça va être sandbox, plus où dans le fond le scénario va venir des différentes cartes que tu vas piger, des différentes quêtes si on veut que tu vas piger, et de qu'est-ce que tu vas décider de faire. J'ai pas l'impression qu'il y a un scénario qui pousse une campagne là. Vraiment, j'ai l'impression que chaque partie était indépendante puis qu'il n'y a pas nécessairement une histoire qui force les joueurs de jouer d'une telle façon là.
Ok. Et le gagnant, en fait, et c'était encore là pour moi une surprise, c'est le jeu Charlatan de Belcacel. Ah ouais. Donc, c'est sûr que moi, j'avais mis mon vote sur Wingspan, qui était comme le jeu de l'heure, mais les charlatans, finalement, avec le fait que tu peux jouer à vraiment beaucoup de joueurs, que le rythme est très bon, qu'il y a le côté de pousser ta chance et tout ça. Donc, tous ces aspects-là ont fait que ce jeu-là s'est démarqué. Ok. Je le trouve un peu léger pour être un jeu. Oui, ben c'était une des critiques que j'ai vues, c'était, mais tu sais, Wingspan, en même temps, s'il avait gagné, c'est probablement l'un des plus légers aussi qui se retrouvait dans cette catégorie-là. Peut-être que c'est ça, la différence. Tu sais, passionné, grand public, faut faire attention parce que plus t'es dans le monde des jeux, plus le grand public se décale, hein, et plus les passionnés se décalent. Tu sais, quand t'as 5 pages de règles puis que ça prend 15 minutes à expliquer, ben, t'es plus dans le grand public là, qui joue à Just One, justement, tu sais. Ouais. C'est un peu... c'est un peu limite. Mais je comprends, de toute façon, c'est ça. C'est... Même Chronicle, à la limite, aurait pu... être plus gamer, tu sais, c'est comme la ligne est mince entre les deux, c'est dur de savoir. Pour les charlatans, j'ai plus l'impression, moi je l'aurais plus mis dans famille, ça me surprend vraiment mais d'ailleurs, si je me trompe pas, j'espère pas dire n'importe quoi parce que je me rappelle plus exactement les détails, mais je crois que Charlatan était dans les deux catégories. Il était pas nécessairement nominé dans les deux catégories, mais il était dans les deux catégories quand même, ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ce qui peut être une possibilité. Et finalement, le dernier prix qui a été remis, le dernier Lys, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'était le prix de la personnalité ludique de l'année. Mm-hmm. Et je savais pas qu'il y avait ce prix-là. Moi, les 3 Lys étaient finis. J'étais comme, bon, ben, je m'en vais parce que j'étais pressé. Et là, ils disent, non, on remet un dernier Lys. Oui, la personnalité... mais en fait, juste pour le mot historique, avant, c'était l'auteur d'ici. Le prix. Ok. Par contre, après quelques années, tu te rends compte que tu passes vite à travers les auteurs québécois qui ont bien, disons, performé ou qui ont réussi à éditer des jeux. Donc là, ils se sont dit pourquoi juste les auteurs. Je pense qu'on peut l'ouvrir à d'autres personnalités qui ont été influents et tout ça. Donc c'est vraiment plus ouvert. Fait que c'est des gens influents dans l'industrie dans la dernière année. Ça peut être un peu n'importe qui à ce niveau-là. Mais oui, vas-y, continue. Oui, ben en fait, la seule chose que j'ai trouvé un peu dommage de cette catégorie-là, c'est qu'il n'y avait pas de nominé. Il y avait seulement une personne qui gagnait. Il n'y avait pas de nominé. Alors que je pense quand même qu'on a beaucoup de gens influents dans l'industrie. Ça aurait été cool d'avoir des nominés justement pour peut-être démontrer si on veut, cet éventail-là de gens qui sont influents dans l'industrie à différents niveaux. On peut penser à des propriétaires de magasins, à des éditeurs, à des auteurs, il y a vraiment plein de possibilités générales de le faire. Des artistes, absolument. Mais d'ailleurs, l'année passée, je me trompe pas, c'était Monsieur Pennington qui avait gagné. Exactement. Le couple. C'est ça, dessinateur. Donc, et cette année, en fait, c'était sans surprise malgré tout. J'étais sûr que ça allait être cette personne-là. Et bien entendu, vous l'avez sûrement déjà deviné, le jeune prodige, le nom qui est sur toutes les lèvres. Il s'agit bien de Thomas Dagenais-L'Espérance, auteur de Décrypto, Anomalie, Wayfinders et plusieurs autres choses à venir. Ouais. Donc, j'étais vraiment content de voir Thomas. En plus, au début, Thomas, il était là. Puis je me disais, qu'est-ce qu'il fait ici, Thomas, à la remise des listes? Il n'y a pas de jeu en nomination, il n'y a pas rapport d'être là. Puis, en fait, finalement, il y avait le plus grand rapport d'être là. C'était la personnalité ludique québécoise de l'année. Donc, j'étais très, très content pour lui. Il a fait un speech très émotif aussi, dans lequel le propos du speech était qu'on voit tous les succès. Mais au final, être un auteur de jeu, c'est beaucoup plus d'échecs que de succès. Donc c'était un peu triste même. Les gens ont fait exactement la réaction que tu as fait là. Toute la foule a fait « Oh » et les gens étaient émus là, par son discours, bien entendu. Thomas, c'est un gars touchant. Donc, bravo en fait à Thomas. Là, je pense qu'il le mérite. Tout jeune et il est vraiment juste au début de sa carrière. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'un gars comme ça peut amener par la suite. Et on parle encore une fois d'identité québécoise dans le jeu. Pour moi, Thomas, c'est un gars qui met des bases pour cette identité-là dans le futur.
Ouais, Donc, c'est bravo très cool. à Très Thomas cool. Dagenet. D'ailleurs, je sais que j'ai parlé un petit peu, mais je vais juste bifurquer rapidement. Bravo à Production Ludopolis pour la remise des listes. Très bel événement. J'ai bien apprécié. Et j'ai joué aussi récemment au jeu Wayfinders, qui est le nouveau jeu Oh, de Thomas Dagenet l'Espérance, justement. Donc un jeu où on se promène en avion en essayant dans le fond de construire des bases sur différents territoires. Jeu très... là je vous ai vraiment expliqué ça rapidement. c'est expéditif, ça. Ouais, très expéditif en fait. C'est un jeu vraiment de On est déplacement en en fait. avion, puis on se promène, c'est ça. Mais c'est un jeu de voyage, non. Ok, je vais vous l'expliquer un petit peu mieux, mais c'est juste que c'est des jeux qui sont pas nécessairement toujours faciles à expliquer en personne. Là. Mais dans le fond, chaque joueur est un peu à la tête d'une espèce d'entreprise d'exploration, d'expédition. Et on va se déplacer sur le plateau qui est formé de petites tuiles avec un avion pour aller, si on veut, construire des hangars, des pistes d'atterrissage, des hangars en fait sur différentes tuiles. Et gros jeu de gestion de ressources en fait. On va collecter des ressources d'un côté, puis de l'autre côté, on va les utiliser pour se déplacer et construire. Euh, Pas exactement, mais ça a un petit côté Five Tribes là, quand on se déplace. Ok. On va payer Ouais. des jetons pour se déplacer d'une île à l'autre si on veut, là, puis on va arriver à une place. On va faire des gros combos pendant nos tours. Euh, une partie, je pense que c'est pas assez pour vraiment apprécier ce jeu-là. Moi, j'ai adoré ça. Par contre, j'ai trouvé que c'était court. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis fait surprendre, en fait, parce que j'étais comme, OK, on en a pour 1 heure encore. Puis la game a fini 5 minutes après ça. Donc, Ok. des parties d'à peu près 40 minutes, Mm. mais j'avais le feeling que c'était un jeu qui était beaucoup plus long. Donc, c'est un jeu où il faut que tu sois très agressif dès le début, tu essaies de faire des gros combos. J'ai vraiment hâte de le réessayer. Jeu analytique aussi, hein. On va passer. Ah ouais, hein. Tu Il y a peux beaucoup de combinaisons surchauffer. possibles, puis de Ouais. possibilités. Hein. Mais surtout en sachant que le nombre d'actions que tu vas faire est vraiment limité, vu que les parties sont assez courtes. Il faut que tu penses quand même assez bien à ce que tu vas faire. Je pense qu'il y a là Quand même un. un aspect d'optimisation aussi. Là. Exact, exactement. Parce qu'à ton tour, tu peux faire vraiment plein d'affaires différentes. Tu as des jetons. Les jetons te permettent d'aller un peu n'importe où. Tu peux construire un peu n'importe où. Mais les places où tu vas construire, c'est comme ça que tu vas faire tes points. Donc, tu pourras pas construire à tous les endroits. Donc, tu veux vraiment aller optimiser ta construction. Penser à ça. Il y a une belle mécanique aussi où comment on va chercher les jetons. C'est quand même assez brillant comment c'est fait. Et on l'a pas mentionné, mais le jeu est tout simplement magnifique en fait. Ah oui, hein. Vraiment un très beau jeu, très saturé, des belles couleurs. C'est un bon jeu en fait. C'est Wayfinders, ça vaut la peine. Très cool. Bien hâte d'essayer la version finie, comme je l'ai Ouais, testé tu avais en joué à proto une il y a version quelques prototype. années. Oui, et je pense, il m'avait mentionné que le travail de l'éditeur avait été très pertinent, puis que là, j'oublie le nom, là, je l'ai pas sous la main, mais qui avait fait des modifications, puis qu'il était assez satisfait là, du travail qui avait été fait avec l'éditeur. Donc, j'ai bien hâte de voir les petites différences. Puis, l'essayer avec le beau visuel fini, c'est toujours, toujours plus Toujours le fun. plus le fun, ben ouais, c'est ça, exact. Donc, bravo, en fait, à tout ça, à Thomas Dagenet et à Olis qui ont fait encore une fois un beau travail cette année. JF, Oh yeah. JF, Qu'est-ce qui se passe? nouveau segment. Oh 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 oh! Jingle, jingle, jingle. Les gens nous envoient des jeux pour qu'on les review. C'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. On a parlé un peu la dernière fois. J'espère que les gens sont prêts à ce qu'on dise si le jeu il est pas bon. Hein? Parce que si les gens nous envoient une copie et que le jeu est pas bon, on va pas se cacher et dire ah ben là on a reçu ce jeu là mais finalement on n'en parlera pas parce qu'il est pas bon. On pourrait dire ça en fait, ça serait quand même correct. Mais sachez tout le monde que maintenant on reçoit des review copies. Et le premier jeu qu'on a reçu en fait, c'est le jeu The Girl and the The Girl and the Robot Flying Carpet Game.
Et ça tombe assez bien parce que ce jeu-là, en fait, c'est un jeu qui est issu d'un jeu, un jeu vidéo éponyme, donc du même nom, The Girl and the Robot. Euh, donc c'est ça, c'était pas Bon un jeu que je timing, connaissais. bon timing. Bon timing, effectivement. Et le jeu vient tout juste d'être kickstarté. D'ailleurs, ils sont allés chercher 10 000 $, donc quand même un petit Kickstarter, mais ils en cherchaient 5 000 au départ. Super belle réussite pour une compagnie que je ne connaissais pas, en fait, Flying Carpet Game. Est-ce que ce sera à suivre? Je crois que c'est leur deuxième... non, c'est leur premier projet, en fait, sur Kickstarter. Donc, Jeff, on a eu la chance de jouer à ce jeu-là. Tu veux nous en parler un petit peu? Ben écoute, moi je savais pas que c'était un jeu vidéo à la base, je le connaissais pas. Puis quand tu parles du Kickstarter, tu parlais bien du jeu de société là, oui, absolument, qui vient tout juste de terminer là. D'ailleurs, il est sûrement encore possible d'aller chercher une copie là, sur le Kickstarter étendu. Alright. Donc, ben, le jeu est assez simple, somme toute. En réalité, le jeu va être joué à 2 ou à 4 joueurs en équipe de 2. Donc, c'est principalement comme un jeu à 2, avec comme 2 équipes, si on veut. Et le but, ben, ça va être de ne pas mourir, tout simplement. Comment ça va se passer, c'est qu'il y a un paquet de cartes au centre de la table, donc un paquet avec plein de cartes là, d'effets, d'actions. On est dans le genre de petit jeu de cartes un peu Munchkin-esque, si on veut, là, en type d'effets, ou d'effets spéciaux, donc ça va être des cartes d'attaque, d'agression pour l'autre joueur, ou juste des cartes de défense, ou des cartes d'armes. Donc, une des choses qu'on veut, c'est bien ça, hein, les cartes d'armes, Simon? Ouais, les cartes d'armes, exactement. Okay. Tu disais Munchkin, moi je comparais ça beaucoup aussi à Exploding Kitten. Là. Ouais, peut-être plus, plus à ce niveau-là. Tu sais, je voulais dire dans le sens de cartes d'effets multiples avec plein d'effets différents et de l'interaction entre les équipes. Mais oui, t'as raison. Et c'est ça. Donc, notre but, ça va être de ne pas mourir. Et pour ce faire, nous devons avoir devant nous, dans le fond, des armes. Donc, quand on va piger des cartes du centre de la table, ben, on va des fois accumuler des armes qu'on va placer devant nous. Et à chaque fois qu'on va retourner une carte et qui est un monstre, parce qu'il y a quelques monstres de cachés dans ce paquet-là, ben on va devoir discarter une arme. Si on n'en a plus, on va pouvoir jouer une carte d'effet qui va peut-être nous empêcher de piger la carte ou de la pitcher sur l'autre joueur, tout ça. Mais si on ne peut pas rien faire, on ne peut pas se défendre, ben on a perdu, on est éliminé de la partie tout simplement. Donc c'est pas un jeu très compliqué en termes de règles. C'est à ton tour, tu joues des cartes, tu piges une carte tout le temps, mais c'est donc dans la complexité de tous les effets, comment tu veux pourrir la vie à l'autre, tu sais. Ah oui, une des choses que j'ai pas mentionné, c'est quand tu affrontes un monstre, tu l'as affronté, mais tu le remets dans la pile. Donc, tu vas pouvoir choisir où tu veux dans la pile. Tu peux le remettre la première carte sur le dessus, ou tu peux le remettre... je pense que tu le remets face visible, par contre, donc on le voit. Face visible où tu veux dans la pile. Donc, ils vont jamais disparaître, vraiment, les monstres. Ils vont juste revenir en boucle, dépendamment où on les remet. Et forcément, ben, t'essaies de faire en sorte que toi, t'as assez de défense et forcer les autres joueurs à affronter les monstres et à dépenser leurs armes. Grosso modo, c'est ça. Oui, une des particularités de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Ça, c'est pas tant particulier, bien entendu. Mais si on le joue à 2 joueurs, ça va être 1 contre 1. Si on le joue à 3 joueurs, ça va être 2 contre 1. Et si on le joue à 4 joueurs, ça va être 2 contre 2. Ah, je savais pas qu'il y a une version à 3 joueurs. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même cool. Et bon, ton personnage, parce que tout dépendant à combien tu joues, tu as un personnage différent. Et ces personnages-là ont des pouvoirs aussi que tu vas pouvoir utiliser au fil de la partie. Les pouvoirs changent en fonction du nombre de joueurs qu'on va jouer. Donc, le fait de le jouer à 4 en équipe pour un petit jeu comme ça, c'est quand même le fun parce que ça reste un jeu qui est assez léger, qui est assez court, mais... Justement, c'est quand même ça peut être un filler intéressant. Oui, c'est un jeu avec du rebondissement, puis là, tu penses pas l'avoir, finalement. Ah, t'as une bonne carte juste avant. Bon, il y a beaucoup de rebondissements. Là, c'était très sympathique. Ben, en fait, sérieusement, pour être honnête, je m'attendais à ce que ce soit pas bon. Ah ouais, hein? Et c'est triste à dire, mais on a reçu le jeu, j'ai lu les règles, j'étais comme,
un genre d'Exploding Kitten sur une thématique que je connais pas. Puis là, je suis comme, ok, tu sais, ça. J'ai été un peu. Tu sais, on l'essayait pour la forme et on était legit, bien entendu. Les gens ont été assez sympas pour nous envoyer une copie de révision. Puis on était vraiment honorés de le faire. Fait qu'on a décidé de jouer. Et on a eu un bon moment quand même, JF. On a eu quand même un bon moment. C'était partie assez tendue. Justement, tu penses que t'as perdu, tu penses que t'as gagné. Finalement, il y a toujours une affaire qui sort. C'est ça, tu sais, ça reste que c'est un petit jeu de cartes le fun, mais très beau filler, très, très intéressant. Et je pense que le prix d'ailleurs d'entrée est assez bon. Là. C'est un jeu à 20-25$. Fait que c'est pas très cher dans les standards d'aujourd'hui. Je pense que aussi, si vous êtes un fan de la franchise de Girl and the Robot, ben vous allez trouver le jeu encore plus intéressant parce que justement les items, les personnages, c'est tout tiré du vrai jeu. Donc ça, je pense que c'est un plus aussi pour les fans de cette franchise-là. Je pense par contre que c'est peut-être un jeu meilleur à 4 joueurs. On dirait qu'il a été pensé et designé pour 4 joueurs justement. Ouais. Une des particularités d'ailleurs dans ce jeu-là, contrairement à ce qu'on peut imaginer des jeux à 4 joueurs en équipe, c'est que les joueurs d'une même équipe jouent un à la suite de l'autre. Oui, et c'est pas en alternance. C'est tellement rare. C'est tellement rare, mais dans ce jeu-là, ça fonctionne parce que ça permet justement d'avoir une stratégie à plus long terme en replaçant le monstre où on veut dans le paquet, puis en jouant des cartes avec certains effets. Donc c'est quand même une particularité là, du jeu, mais ça marche bien. Donc ça c'est cool. Je vous encourage fortement à aller jeter un petit coup d'œil vers ça. The Girl and the Robot, Flying Carpet Games. Bon, Jeff, c'était notre premier review. Je sens qu'on était un peu nerveux. Là. On n'est pas encore au point sur ça, les review copies. Mais plus vous allez nous envoyer de review copies, plus on va être performant et plus on va être capable de faire des reviews qui détruisent le jeu. Ah oui, c'est ça qu'on a oublié de faire. C'est ça le but, hein? C'est ça ton but ultime. C'est vrai. Ok, on s'excuse à The Girl and the Robot. C'était quand même un bon jeu. Mais la prochaine fois, on va bien le trasher sans problème. Super. GF, on est dans un épisode spécial, segment spécial. C'est toujours des épisodes spéciaux avec toi. Oui. Yes. Donc là, dans le fond, j'ai un segment spécial à faire, mais je sais pas ça va être lequel. Ok. Parce que j'en ai 2 segments spéciaux, mais je sais pas ça va être lequel aujourd'hui. Fait que là, dans le fond, pour qu'on décide, va falloir que tu choisisses un chiffre entre 1 et 2. 2. Oh, je m'attendais pas à ça. Ok, parfait. Donc, le segment 2, c'est le segment le plus spécial des spéciaux, en tout cas. C'est vraiment pas si pire. En fait, c'est le segment design de jeu. Ici, c'est le nid à idées. On lance des idées comme des petits oiseaux. Bienvenue dans le nid à idées. Bienvenue dans le remue-ménage. J'ai recommencé à m'intéresser au design de jeu de plus en plus sérieusement. D'ailleurs, j'ai entendu une phrase tellement intéressante dans un podcast qui avait qui avait rapport avec les jeux, mais qui était vraiment intéressant et c'était pour améliorer sa productivité. Jeff, tu rêves d'être plus productif? Oh oui. Tout le monde rêve d'être plus productif, bien entendu. Et il y avait une phrase dans ce podcast-là. En fait, le gars, c'était sur ça, son exposé, sur comment être plus productif. Et la phrase, c'était pour savoir si je suis productif, pour justement m'auto-analyser et tout ça, je me pose la question souvent, je suis assis où et qu'est-ce que j'ai dans les mains? Ok. Et en fait, j'ai commencé à appliquer cette technique-là et sérieusement, j'ai mon pénis beaucoup moins souvent dans les mains qu'avant. C'est pas surprenant, mais tant que ça. Mais en fait, c'est que quand tu te poses cette question-là, tu te rends compte souvent que tu es assis sur ton divan avec ton téléphone dans les mains. Ce qui est, en règle générale, des moments assez peu productifs.
Donc maintenant, quand j'ai commencé à me poser cette question-là, ça m'a remis dans le bain, si on veut, de travailler sur des protos, d'explorer des idées, de mettre en place des concepts. Et le nouveau segment, en fait, c'est exactement ça. On met en place des concepts et on brainstorm pendant 5-6 minutes sur un concept de jeu. Donc, je t'utilise, en fait, comme un ami de brainstorm et je te shoot un concept, puis là, on part, puis on explore qu'est-ce que ça pourrait être le jeu sur ce sujet-là. Et là, c'est vraiment cool parce que mon sujet, le jeu que j'ai en tête aujourd'hui, c'est un jeu qui existe au niveau des jeux vidéo, mais qui n'existe pas vraiment exactement comme tel en jeu de table. Et c'est, on pourrait dire, le jeu de simulateur de 911. Simulateur de premier répondant. Donc, on va gérer les appels du 911, on va dispatcher des camions de pompiers, des policiers, des ambulances et tout le kit là, pour régler des problèmes dans la ville. C'est un jeu en temps réel, ça? Ben, idéalement, il faudrait que ce soit un jeu en temps réel, mais les jeux en temps réel, ils ont vraiment des lacunes très difficiles à résoudre, surtout si c'est un jeu coopératif. Là. Oui, et des problématiques quand tu veux mettre trop de complexité dans le jeu. Exactement. Parce que moi, je me disais, le concept de base, ok, il est vraiment simple. Tu piges une carte, ça te dit, il y a un feu à telle place. Ouais. Puis là, à telle place, tu mets un sablier. Puis là, dans le fond, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais les gens doivent se rendre à telle place avec le petit camion de pompier pour éteindre le feu avant que le sablier soit fini. Donc, c'était ça un peu mon idée de base, la prémisse première. Mais cette simple idée amène tellement de problèmes de gestion de est-ce que le sablier était vraiment fini? Est-ce que la personne a oublié de mettre le sablier? Est-ce qu'elle l'a mis à la bonne place? Est-ce qu'on surveille le sablier? Et tout le concept de sablier, en fait, est très, très difficile à intégrer dans un jeu, en fait. À bien intégrer, dans un jeu qui est outre que juste calculer du temps pour faire deviner un mot, là, on s'entend que on parle d'utilisation de sablier qui est placé sur le plateau de jeu, déplacé, quand il est vide, désactive ou active. Oui, ça fait quelque chose de spécial, exactement. C'est là que ça devient un petit peu plus complexe à designer. C'était quand même un peu une blague quand je disais ça, dans le sens que je le penserais quand même pas en temps réel. Non, Jeff, tu le penserais comment, toi? Je le penserais, en fait, c'est... un peu, ça m'inspire beaucoup Thunderbird. Oui, en fait, Thunderbird, c'est un peu ce concept-là, en fait, c'est les sauveteurs du monde. C'est un peu ça, c'est un peu ça le concept, puis dans le fond, à ton tour, puis on s'entend que Thunderbird, c'est Matt Leacock, et donc c'est très pandémie-esque comme type de jeu. Mais c'est à tous les tours, le jeu agit, le joueur agit. En fait, c'est un peu plus l'inverse, mais à tous les tours, il va y avoir une crise, puis on va dévoiler la carte et on va placer un jeton à l'endroit. En fait, c'est des régions dans le monde. Des régions dans le monde où les planètes du système solaire, on s'entend parce que on va dans l'espace. Mais on va mettre un jeton pour indiquer qu'il y a une crise là et il va falloir se déplacer là et aller gérer la crise, amener les ressources ou amener des trucs ou faire un jet de dés là, pour résoudre la crise. Donc c'est sûr que moi, comme ça, je le pense au tour par tour avec une gestion de crise. Parce que ce que j'aime beaucoup dans Thunderbird, c'est la gestion de l'efficacité. C'est un jeu où à tous les tours, il y a une crise. Fait que si tu gères pas une crise par tour, un moment donné, tu vas mourir. Parce qu'à un certain point, s'il y a trop de crises, on perd la partie. C'est un jeu coopératif. Donc, c'est un peu dans ce sens-là là, que je le voyais. Essayer d'utiliser comme... Oui, d'avoir des crises qui arrivent, mais essayer, avec ces crises-là, qu'on puisse essayer de faire de l'optimisation et comme gérer nos différents outils différemment. Puis comment fait Thunderbird un peu, parce qu'il y a plein de véhicules. Et comment, dans ce jeu-là, dans le fond, on est un personnage, puis on va changer de véhicule. Puis les véhicules ont des propriétés différentes. C'est ça qui va nous indiquer combien de déplacements on peut faire, ou si on est plus efficace dans l'eau ou dans les airs, whatever. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Là. Moi, j'aurais tendance à aller dans cette direction-là. Ouais, mais là, tu me dis ça, tu sais, puis je suis excité, mais en même temps, je suis réticent. Tu sais, parce que je veux pas partir du jeu le plus proche possible de celui qu'on veut faire pour commencer le jeu, tu sais. Je dis pas non plus de faire ça, là. Je dis juste de s'inspirer
du feel que donne ce jeu-là. Mais j'aime beaucoup l'idée que tu as tes véhicules qui sont différents, même qu'à un certain point, j'imaginais que tu pourrais évoluer tes véhicules. Même que tes véhicules, ça pourrait être des genres de robots. Tu sais, des mechas, là, des robots que t'ajoutes des parties, genre, puis il y en a qui peuvent voler à un certain point, puis il y en a qui peuvent, tu sais, shooter de l'eau, puis il y en a qui ont une grosse plateforme pour transporter du monde. Mais en fait, d'ailleurs, dans Thunderbird, parce qu'une des questions que je me pose par rapport à ce projet-là, c'est à quel point tu peux avoir une variété de catastrophes, si on veut, et à quel point ce que tu dois faire pour la régler, c'est différent. Ou c'est juste, bon, t'as le bon véhicule pour régler cette catastrophe-là, tu l'amènes à la bonne place, tu roules les dés, tu réussis ou tu réussis pas. Pas que ça m'excite pas, mais tu sais, il me semble qu'il y a un petit quelque chose là, qui est manquant, là. Oui, ben t'as raison, là, dans le fond, c'est assez similaire à toutes les cartes. Après, chaque crise te demande... en fait, plus... Ils vont te demander certaines choses à amener, mais si tu les amènes pas, tu peux quand même essayer de la résoudre. C'est juste que tes chances sont moins grandes. Sont beaucoup moins grandes. Alors que ben, plus tu amènes d'équipements nécessaires, ben, plus tes chances sont grandes de réussir. Donc, c'est sûr que, bon, la façon de résoudre, c'est simple. Tu roules des dés, puis si tu as le chiffre ou plus, tu l'as. Donc, c'est pas la chose la plus excitante, en effet. Je suis d'accord. Puis c'est assez très similaire, les templates. En fait, je te dirais, il y en a un que c'est un rouleau. Il y a deux types, en fait. C'est tu roules les dés ou il y en a un autre type de carte qui te demande d'amener 3 véhicules précis à cet endroit-là. Puis quand c'est ça fait, la résout. c'est automatique. Tu sais. Parce qu'une des choses qu'on pense quand on pense à cette gestion de catastrophes et de feux et de crimes et tout ça, c'est le temps. On revient encore à cette ressource-là qui est le temps. Dans des jeux comme Pandémie puis tout ça, le temps, il y a une abstraction de temps. Chaque tour fait qu'il y en a plus et à un certain point, il y en a trop. Mais, tu sais, un feu, si tu l'éteins pas, ben il se propage. Il va plus loin. Donc, et même si tu essaies de l'éteindre puis tu réussis pas, ben ça l'aggrave. Et ça, je trouve que cet aspect de temporalité est tellement important. Oui, tu veux l'optimisation, tu veux ces choses-là, mais tu veux cet aspect de temporalité, justement, pour, si on veut, créer une tension supplémentaire là, sur les joueurs. Là. Ils doivent aller éteindre ce feu, mais il y a un feu qui vient d'arriver juste un peu plus proche. Est-ce qu'ils doivent commencer par celui qui est plus proche ou celui qui va se propager plus vite? En même temps, tu sais, Pandémie, puis tout ça, ça reste qu'ils font tellement bien avec les je m'en rappelle même plus c'est quoi le terme, là, mais les propagations, les épidémies. Mais tu sais, j'aimerais mieux que le jeu qu'on va faire soit pas un rip-off de Pandémie, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Oui, en effet. Ben, là, j'ai pas la réponse là. Je sais pas trop comment on pourrait gérer. Non, on brainstorm, là. Moi, je pense aussi à Red November. Je sais pas si tu te rappelles de ce jeu-là. Le jeu de sous-marin. Le jeu de sous-marin, exactement. Et tu vas me dire que la particularité, c'est le temps. Exactement. Tu connais bien mon discours. On a souvent eu cette discussion-là vraiment souvent. Mais tu sais, il y a justement une ligne du temps dans ce jeu-là qui fait que on progresse dans le temps, on se déplace dans le temps, mais toujours en avançant, bien entendu. Mais c'est pas nécessairement tout le monde qui se déplace à la même vitesse, parce que des fois, on fait une action qui prend moins de temps, l'autre fait une action qui prend plus de temps. Mais si on arrive à positionner les différentes catastrophes sur une ligne du temps, ben là, on peut créer un sentiment de tension. Ok, on sait là, que ça va faire dans pas longtemps, ça va faire trop longtemps que ça existe, donc le feu va se propager, ça va être plus grave, ou la victime de l'accident d'auto va être morte parce qu'on sera pas arrivé à temps, et là, ça crée des situations qui sont dramatiques. Là. Ouais, il y a une piste là, tu sais, t'imagines que l'événement vient avec un genre de marqueur, un petit jeton, avec, tu sais, je sais pas, le numéro de la carte, ben là, tu vas le mettre sur cette espèce de ligne du temps, puis on va le faire avancer à tous les tours. Possiblement que sur la ligne du temps, c'est là que ça trigger des événements, tu sais. Parce que je sais pas à quel point pour toi c'est important si tous les trucs d'ambulance soient vraiment, mettons, différents. Mettons, tous les trucs de feu, c'est grave que après 3 tours, le feu se propage, peu importe de où ça vient, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ben je sais pas exactement. Parce que c'est plus facile de dire, ok, après 3 tours, à chaque feu, quand ça fait 3 tours, il se propage une case, quand ça fait 3 autres tours, il se propage une autre case.
puis de le faire un peu comme template. Tous les feux marchent comme ça. Après, il y aura des façons peut-être de moduler un peu, mais si on se dit, OK, il y a les feux, il y a les crimes, il y a les personnes à soigner, ben ils ont tout un peu leur système de fonctionner. Ça simplifie aussi la gestion de tout ça, là. C'est pour ça que j'aime ça, brainstormer avec toi, JF. T'es un gars rationnel quand on parle de ça. Toujours standardiser les affaires, faire que ça soit plus simple à comprendre, soit moins compliqué. Bon. Ben, c'est facile de vouloir tout mettre, puis de vouloir tout mettre dans un jeu de société qui est basé sur des idées de jeux vidéo, mais ce qui est encore plus dur, c'est d'en faire un bon, puis pour en faire un bon, souvent, c'est ce travail-là qui est bien fait aussi, hein, de réduction, de garder l'essentiel, puis le cœur de l'essence du jeu, puis l'esprit du jeu, si on veut, tout en enlevant beaucoup de choses. Bon exemple pour moi, c'est Civilization, j'adore ce jeu malgré qu'il y a tellement moins de choses que dans le jeu vidéo, tu sais. Parce que, tu sais, moi, je le jouerais, mettons, avec des autos téléguidés puis des walkie-talkies. Comme, il me semble que là, on a quelque chose, là, tu sais, on a quelque chose qui marche, là, tu sais. En tout cas, on va pas délirer dans cette voie-là, mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui éteignent des petits feux avec des camions de pompiers téléguidés. Puis c'est quand même cool à checker. Je dois dire que ça donne c'est ton nouveau type de vidéo là en ce moment. Okay. Ouais, je regarde beaucoup de ce genre de vidéos-là. Là, des gens qui, tu sais, mettons, il y a un pont qui s'effondre, puis là, il faut qu'ils sortent des autos, de la boue, tu sais. Des trucs de sauvetage, tu sais, parce que c'est ça, il y a le côté d'urgence que j'ai l'impression que le real-time permettrait tellement de traduire cette frénésie, cette soirée dans la peau d'un opérateur du 911 qui doit, dispatcher les calls de la façon le plus optimale possible. Par contre, je pense je peux avoir ce genre d'émotion et de feeling même dans un jeu tour par tour. Dans le sens qu'il y a des jeux qui créent du stress puis qui créent de la tension, même si c'est pas un jeu en temps réel. Là. Je veux dire, je pense pas que c'est impossible. Par contre, là, en me disant ça, j'étais comme, ah oui, ben là, dans ce cas-là, c'est un joueur qui est l'opérateur, puis les autres, c'est... T'as un joueur qui est le chef des pompiers, t'as un joueur qui est le chef de la police, puis t'as un joueur qui est le chef des ambulances, puis l'opérateur, il gueule des trucs non-stop. Genre, il y a un truc là, il faut envoyer la police là, plus vite. Puis, comme communique, genre, ben... Tu sais, quand on parle de jeux, souvent des jeux de communication, mais avec la communication limitée, tu sais, peut-être qu'on peut intégrer... tu sais, genre, tu peux pas parler, mais tu peux juste faire des signes, mais pas ça, là, mais tu comprends, là, peut-être qu'il y a quelque chose avec ça, mais là, quand tu me le dis, j'étais comme, ah ben oui, ben là, c'est un opérateur qui capote sa vie, puis qui gueule parce qu'il y a plein d'affaires à faire, puis les autres essaient juste d'optimiser, puis d'accomplir les missions qu'il y a à faire. Là. Donc, ok, presque un genre de Miss Poutine, là. Ouais, ou, ben tu sais, un peu Capitaine Sonore. Ouais, ça dans me le sens faisait où penser t'as un aussi genre un de peu à ça. capitaine qui crée des ordres, les autres font des trucs, mais il faut de la communication des deux côtés pour que ce soit efficace. Ouais. Ça m'inspirait ça, là, ça. Ah, ben oui, mais d'ailleurs, il n'y a pas un nouveau jeu de pandémie qui va sortir qui s'appelle Rapid Response. J'ai vu ça passer. Version en temps réel, en fait, je l'ai pas beaucoup regardé encore. Ça m'intrigue quand même, ça m'intrigue. Ouais, puis de ce que j'ai compris, c'est que t'es dans un avion tout le long. Là. Fait que t'es vraiment dans un avion, tu roules des dés, très frénétique. Tu te déplaces un peu partout, ok. Nice. Ben non, parce que tout le board, c'est ton avion. Sûrement que tu te déplaces partout, mais je pense que vraiment, tu joues l'équipe qui est dans l'avion tout le long. Donc, c'est comme microscopique comme scope. Là, tu vois juste, t'es vraiment quelqu'un dans un avion spécial, un avion d'intervention, si on veut, ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être cool. Je crois beaucoup aux jeux real-time, là, tu le sais, de toute façon. Absolument. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Après ça, la question aussi que je me posais pour peut-être terminer ce brainstorm-là, c'était est-ce que pour un jeu comme ça, tu prendrais une approche qui est plus sérieuse, tu sais, comme pas poussée à This War of Mine, mais tu sais, quelque chose de dramatique, il y a des gens qui meurent, c'est un thème sérieux, ou quelque chose plus léger, comme justement les sauveteurs du monde, où ils ont des gros robots, puis ils vont sauver du monde dans des... tu sais, c'est un peu cartoonesque, là, pratiquement, là. Ben, c'est une bonne question parce que j'ai l'impression que je dirais un peu les deux. Dans le sens que moi, personnellement, je pense que j'aimerais mieux un thème plus sérieux.
OK. Comme des jeux vidéo, là, 911 Opération, des trucs comme ça. Ça, c'est très sérieux, ces jeux-là. Genre là. de jeux de simulation, ouais, que j'aime bien quand même, puis j'aime bien ces thèmes très sérieux. Par contre, je pense quand même que le potentiel commercial est plus grand si on aurait une thématique un peu plus légère, loufoque, moins proche du réel, un petit peu plus imaginaire si on veut. Je pense que ça serait plus facile parce que surtout, ben là, après ça dépend toujours du jeu puis c'est quel type de jeu, mais si on est dans le jeu temps réel, beaucoup de chaos, je pense qu'on devrait se tenir vers une thématique plus légère et funny. Si on est dans un jeu plus stratégique coop à la pandémie, ben peut-être que là, le thème plus sérieux fitterait mieux, je pense. Ok, ben JF, j'étais bien content de brainstormer avec toi. Ouais, c'était cool. Je vais faire des suivis sur ce Une bonne projet-là, idée. en fait. Ça fait longtemps là, que je médite sur cette idée, que j'essaie de trouver un angle d'attaque. Je pense que ça m'a aiguillé un petit peu. En tout cas, on va revenir là-dessus éventuellement. Nice. Seul point que tu as mentionné, c'était la viabilité commerciale du truc. Tu sais que moi, mes jeux, je les fais pas pour j'ai pas de visée commerciale là, quand je les fais. Parfait. Ça fait Pas pas de partie problème. de mes standards de jeu. C'est pour ça d'ailleurs que, bien entendu, j'ai pas de jeux qui sont édités à ce jour. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je fais ça pour m'amuser, essayer Yep. d'explorer les facettes du jeu. Donc, c'est pour ça que je trouvais que le côté sérieux pourrait peut-être être intéressant là-dedans, justement, de prendre, Mm. de devoir faire des choix qui sont prenants là, et un peu plus dramatiques. Ben, on continuera cette discussion si tu veux. Sinon, au prochain brainstorm, je suis toujours prêt. Magnifique. Eh bien, on arrive maintenant au Ouais. sujet du jour. Yes. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on parle de jeux vidéo, mais surtout d'adaptation de jeux vidéo en jeux de société. Évidemment, on ne parlera pas... là, on va parler vraiment des adaptations. On parlera pas de, si on veut, de rethématisation de jeux. Et donc, on ne parlera pas, inquiétez-vous pas, de les 1001 versions de Monopoly, Fortnite et Zelda et etc. Donc, on est plus dans... On regarde des jeux, surtout là, qu'il y a une démarche d'adaptation réelle, donc du jeu, du contenu du jeu, de l'expérience du jeu vers un jeu de société. Et non de juste, on prend une thématique d'un jeu vidéo puis on le met sur un jeu de société, peu importe c'est quoi. Juste créer des espèces de jeux licences comme ça. Donc, c'est vraiment ça qu'on va observer. Écoute, il y en a pas tant que ça, mais ça fait, comme tu disais, dans l'introduction, il y en a beaucoup. Ça fait longtemps. Ça fait depuis que le jeu vidéo existe qu'on fait des jeux de société de jeux vidéo, en fait. Donc, ça date de longtemps. Tu mentionnais que tu semblais voir une accélération ou une augmentation du nombre de jeux d'adaptation de jeux vidéo à jeux de société. Je sais pas si tu as quelques observations par rapport à ça. Ben moi, je le vois principalement avec le phénomène Kickstarter, en fait. Où Ouais, ok. j'ai l'impression que tu sais, les jeux de figurines sur Kickstarter, c'est vraiment populaire. C'est quelque chose qui a la cote. Donc, en allant chercher des grosses franchises, des franchises de jeux, on va en voir de plus en plus. Est-ce que c'est tous des bons jeux? Je pense pas. Je veux pas trop généraliser non plus. Mais je vois précisément qu'avec ça, c'est une tendance qui s'en vient. Sinon, ben, je vois aussi des compagnies comme... en fait, un bon exemple de ça, c'est le jeu Mech vs Minion de Ouais. Riot Games, donc ceux qui font League of Legends. Donc, une occasion pour des compagnies avec des brands, des marques qui sont bien établies, des personnages qui sont bien établis, d'aller chercher un nouveau public ou de diversifier l'offre qui peuvent amener à ce public-là. D'ailleurs, je sais là, que Meg vs Minion, j'ai pas joué, mais je sais que c'est un jeu qui était très très bien reçu par la communauté en Ouais. fait de joueurs. Là. Et même que c'est un jeu développé même par la compagnie, là, si je Oui, me c'est trompe ça, pas. c'est pas un tiers party là, Exact. Et, qui a développé ça. Là. et ils ont travaillé, ils ont vraiment écouté les reviewers, puis ils ont fait tester des versions du jeu à des reviewers comme Tom Vassal, tout ça, et ça marchait vraiment pas, puis ils ont vraiment fait le travail de remettre,
de tout recommencer à zéro puis de refaire un nouveau jeu. Puis en réalité, ça ressemble pas tant que ça à League of Legends, Mech vs Minion, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Ils ont vraiment fait un vrai jeu autour de ça. Ils ont pas dit, OK, on va pogner League of Legends puis on va en faire un board game. Non, non, ils ont été chercher un board. Ils ont fait un jeu de société, en fait. Là. Exact. Fait que là, c'est sûr que, bon, ce qui est le fun, c'est qu'au moins, ils se sont retournés de bord, puis au lieu de faire un jeu de société un peu médiocre sur une thématique de jeu vidéo, ben, ils ont fait un jeu de société qui était bon, qui était moins proche de la thématique d'origine du jeu vidéo, mais qui fait en sorte que tu as quand même un jeu avec une belle thématique, une thématique qui te plaît, puis tu as un bon jeu qui est différent du jeu d'origine. Donc, quand même un travail assez intéressant. Aussi, c'est une compagnie qui vend ses jeux directement elle-même, donc est un petit peu à part de l'industrie, si on veut. Là. Oui, et effectivement, c'est ça. Ça, c'est quand même un cas unique. Puis je trouve que, contrairement à ce que je disais tantôt, pas que je méprise là, les jeux de figurines qui reprennent des jeux vidéo, puis tout ça, ben un peu, là, mais bon. Meg vs Minion, ils ont fait vraiment un travail intéressant sur ce jeu-là. Donc je pense que ça se démarque, puis ça vaut la peine d'être mentionné, là. Ouais, les inserts, la qualité des figurines, le matériel était excellent. Ben, et forcément, je vais parler aussi de quelques jeux de Paradox Interactive, parce que cette compagnie célèbre, entre autres, pour avoir fait le jeu City Skyline, Crusader King, entre autres. Ben, ils commencent à s'intéresser grandement aux jeux de société et à soit créer eux-mêmes des versions de jeux de société de leur jeu ou de vendre les licences à des tierces parties qui vont développer les jeux. Donc, on parle d'un jeu comme Crusader King, qui est leur premier jeu qui est développé par eux, mais des jeux comme City Skyline que j'ai très hâte de voir d'arriver, là, que j'ai vu là, J'ai vu qu'il est sur le bord de sortir. Là. J'ai vu des vidéos review, donc c'est très intéressant. Europa Universalis aussi qui a été annoncé. Donc on sent qu'il y a un intérêt grandissant chez les compagnies du jeu vidéo à s'intéresser aux jeux de société et qui même commencent à se mettre de la partie. Donc je pense que c'est aussi un autre des trucs qui va faire en sorte qu'il va en avoir de plus en plus dans les prochaines années. Ouais, exactement. J'ai bien hâte de voir. D'ailleurs, tu as mentionné Crusader King. Vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec... Ben, en fait, c'est déjà sorti, si je me trompe pas. Là. Oui, exact. J'ai vu une copie à Gen Con et je trouvais que ça avait l'air très petit. Comme jeu pour un jeu qui est aussi massif en jeu vidéo. En fait, City Skyline aussi, hein, c'est un jeu de la compagnie Cosmos qui ont tendance de faire des petites boîtes. Là, on parle des boîtes grosseur Seven Wonders environ. Seven Wonders Duel, pardon. OK. Oh, OK. Peut-être un peu plus gros, mais c'est pas en tout cas, c'est pas ce que je m'attendais d'un City Skyline, d'un jeu aussi massif. Donc c'est à voir, là. J'ai hâte de voir si l'adaptation est bonne. Après, on parle, tu disais les tierces parties, c'est pas... après ça, le problème, c'est c'est difficile de savoir si le jeu va être bon à l'avance, parce que, justement, encore une fois, si la compagnie... comme sous-traite, ben pas sous-traite, mais donne licence à un tierce partie, ben ça va dépendre de cette compagnie-là en réalité, si le jeu est bon ou pas. Et on n'a pas toujours de l'information, on n'est pas, c'est pas nécessairement des grosses compagnies ou des compagnies qui sont très connues qui font ça, donc souvent c'est difficile là, d'avoir une opinion avant d'acheter le jeu ou de le tester ou d'entendre les reviews. Ouais, exact. C'est toujours une surprise. Là. Il n'y a pas de gage de qualité pour l'instant, mais éventuellement, j'imagine qu'il y a des compagnies qui vont se démarquer dans cette tendance-là, si on veut. Là. Ouais, j'ai l'impression, oui. Après, c'est sûr que faire des jeux de licence, ben c'est pas des problématiques, mais c'est des trucs de plus à faire, à penser. Il y a plus de contraintes, si on veut. Et c'est pas nécessairement si facile non plus d'aller chercher de licence. Donc, je pense pas que ça va y avoir tant un boom, mais plus les compagnies de jeux vidéo vont s'y intéresser, plus il va y avoir une ouverture. Là. Ça, c'est garanti tant qu'à moi. Là. Donc, j'ai hâte de voir ça. Après ça, quel gros jeu... Bon, Sid Meier's Civilization. Quel autre jeu? Terror in Maple City. Oui, qui est inspiré de quel jeu, ça? Terror in Maple City? C'est pas un jeu vidéo? Là. Rampage. Oh, d'ailleurs, ça s'appelait pas Rampage au début, ce jeu-là? Ça s'appelait Rampage au début, ce jeu-là. Mais ça, c'est un exemple de gens qui ont appelé leur jeu Rampage et qui n'ont pas été chercher de licence de la compagnie. Après ça, je pense qu'il n'y avait rien de vraiment
copié sur le jeu, quoique ben, le concept du jeu, hein, on est des monstres, on se promène dans une ville, un peu en 3 dimensions, et notre but, ça va être d'éclater les bâtiments et d'éclater la ville. Donc, je pense que la proximité de la thématique était assez proche pour qu'il y ait une problématique à ce niveau-là et qu'il change de nom pour Terror in Maple City. Mais un exemple de jeu un peu plus de dextérité. C'est quand même rare hein, dans les adaptations quand même, là. Oui. Alors que dans le fond, on s'entend qu'il y a beaucoup de jeux vidéo que c'est des jeux de dextérité, en fait, mais on Exact. évacue quand même ce côté-là la plupart du temps. En tout cas, quand on regarde la liste qu'on a devant nous, là, il y a beaucoup d'aspects qui sont évacués On est dans du gros jeu de stratégie pour la plupart. Hein. Des XCOM, des Doom, des World Gear of of War, Witcher, StarCraft, Fallout. Fallout, mais ça, c'est tous des gros jeux vidéo. Des grosses licences aussi. Là. Exact. Bon, on pourrait pas ne pas mentionner Assassin's Creed Brotherhood of Venice, qui est de notre bon camarade Thibaut du Triton Noir, qui travaille actuellement sur une version justement d'Assassin's Creed, qui n'est pas directement basé sur un jeu vidéo, mais bien sur une licence de jeu vidéo. Mais quand même, ça a l'air d'être très près là, de l'expérience d'Assassin's Creed où on va se déplacer dans la ville, des fois on va devoir se battre, des fois on va devoir être plus discret, faire des missions. En fait, ça a l'air vraiment cool. Ouais, aller au QG, c'est ça, exactement. Donc ça a l'air quand même assez excitant comme jeu. Là. Ouais, absolument. Mais oui, on me parle de grosses licences. Après, on a pu voir des jeux plus indie, disons, sortir. Je pense entre autres à The Binding of Isaac. Oui, bien vu, absolument. Mon frère, d'ailleurs, c'est le seul jeu de société qui l'a kickstarté. C'est vrai. C'est pas un fan de jeux de société, mais il a capoté sur ce jeu-là, en fait. Ouais, ben... un jeu indie, mais quand même un jeu avec une grande popularité dans le jeu vidéo. Là. On parle d'un jeu de type roguelike aussi. Bon, j'ai pas joué. Je sais qu'on... Là, on est plus dans un style Munchkesque, vraiment dans ce style-là, Binding of Isaac. Fait que je suis pas certain, je sais pas à quel point ça reflète bien le jeu, mais il y a quand même un intérêt, puis les fans ont été au rendez-vous à ce niveau-là, en effet. Donc, oui, je pense qu'il va y avoir aussi une grande possibilité pour les jeux indie. Peut-être aussi parce que c'est plus, peut-être, facile à faire d'une certaine façon. Ce que je veux dire par là, c'est juste que, tu sais, moi, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un jeu de Zelda en jeu de société. Oui. Mais c'est dur. Je suis pas capable de m'imaginer comment résumer l'expérience correctement dans un jeu de société. T'sais. Et Monopoly Zelda, ça comptait pas, ça? Ça compte pas, non. On parle pas de Monopoly. Ok. D'ailleurs, mini parenthèse, on va faire un épisode très prochainement sur toutes les Monopolies. Non! Quoi? Ah, ok, non, excuse. Désolé. Tu veux parler de toutes les Monopolies sur toutes les villes de France qui ont été faites? Ah oui, exact. J'en ai trouvé des bons l'autre fois, c'est pour ça que j'ai gardé ça pour un autre épisode. J'ai regardé, là, il y a sur un site français, ça a repéré au moins 300 versions différentes. Ah, je suis sûr qu'il y en a 10 fois plus. 10 fois plus. Ça, c'est juste en français, à mon avis. Ouais, ok. Juste sur les villes de France, dans le fond. C'est juste sur les villes de France. Sinon, j'irais avec, justement, tu parlais de jeu indie, j'irais avec un jeu qui s'appelle Jetpack Joyride. Qui est un tout petit jeu, là. Moi, c'est un jeu que j'ai joué énormément sur ma PS Vita dans le temps. Un petit jeu de side-scroller là, où on est en jetpack puis on essaie de ramasser des sous. Et j'ai trouvé quand même que l'adaptation était assez intéressante en termes de jeu de table, parce que c'est un jeu en temps réel dans lequel on va, avec des pièces tétraminales, essayer de faire le chemin sur dans le fond, le plus rapidement possible, on va placer les pièces, puis ça va représenter en fait notre tracé dans l'environnement, sur la plateforme, si on veut. Et donc, on va essayer d'éviter les explosions pis tout ça, tout en ramassant le plus de sous possible. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même futé. Bon, c'est sûr que c'est un petit jeu un peu... on est dans un jeu de temps réel, un peu de party, là, mais... ouais, c'est ça, exact. Mais je trouvais que l'idée était bonne. Ils ont vraiment comme dit, OK, comment est-ce qu'on peut prendre ça puis le transposer? J'ai trouvé que c'était quand même assez intelligent, là. Ouais, très bon point.
Sinon, ben, il y en aurait beaucoup à nommer. Je vais peut-être y aller avec un que j'ai beaucoup aimé, malgré le... C'est un jeu massif et c'est StarCraft The Board Game. Ouh, Euh, méga jeu. C'est quand même vieux, ça, en plus, hein? Quand même vieux, ça date quand même, mais c'est encore un bon jeu. C'est sûr que c'est lourd, il y a beaucoup de mécaniques, puis c'est assez heavy comme jeu, mais pour ceux qui sont fans de la franchise, les figurines sont au rendez-vous, le jeu est beau. C'est vraiment un jeu de confrontation, là, ce qui n'est pas du tout mon type de jeu normalement, mais trouve plaisir à construire ta base, à upgrader ta base et à générer là, des créatures que tu as tant générées dans le jeu vidéo. Il y a vraiment un plaisir très grand à ça. Après, il faut s'attendre à une expérience de jeu d'au moins 4 heures, sans compter la lecture et la compréhension des règles, bien évidemment. Mais très cool, très cool. C'est un des seuls là, de Blizzard ben, en fait, c'est le seul de Blizzard que j'ai pu essayer. Parce que je sais que des jeux comme World of Warcraft ou juste Warcraft sont sortis aussi. Que j'ai pas entendu beaucoup de choses. Ça me semble être des vieux jeux aussi, mais StarCraft, ça marche encore bien. Là. On s'entend que c'est basé sur plus le premier StarCraft. Là, c'est ça. Là, tu dis, il y en a énormément. On pourrait continuer à en nommer, à en nommer, à en nommer. Mais plus on en parle, plus je me questionne sur l'importance d'avoir joué aux jeux vidéo pour apprécier ces Mm. jeux-là. C'est sûr qu'il y a quelques exceptions, là, des jeux qui ressortent vraiment du lot, qui sont fondamentalement des bons jeux. Mais à quel point est-ce que le fait d'avoir joué aux jeux vidéo est important pour apprécier ces jeux-là? C'est une bonne question. C'est une bonne Ouais, question ouais, non, c'est ça, parce que je suis en train de regarder tous les jeux que j'ai le plus aimé là-dedans, c'est tous des jeux que que... j'ai aimé en jeu vidéo. Oui, c'est ça C'est ça. exactement, puis que si t'avais pas jouer aux jeux vidéo, ben est-ce que tu jouerais encore maintenant? Est-ce que t'aurais voulu Mm. jouer tant que ça? Je me rappelle dans le temps, j'avais essayé de jouer à Gears of War. Ouais. J'ai aucune idée c'est quoi le jeu vidéo, j'ai jamais joué à ça. Puis j'ai commencé à lire les règles, puis ça a pas été très long que je me suis découragé, là. Après, est-ce que c'était un jeu Euh, qui... Puis tu sais, je pense pas que c'est un jeu qui est extrêmement mauvais. Je pense que c'est quand même un des jeux dans le genre qui a quand même une mm. cote là, assez respectable. Oui, ben c'est sûr que dans un premier temps, tu t'intéresses à ces jeux-là parce que c'est la franchise, puis si tu y as joué, forcément, ça va plus t'intéresser. Est-ce que ça prend ça? Je pense pas que ça le prend. Je pense qu'il y a des jeux de société qui sont euh, très bons, même si tu connais pas nécessairement la franchise. Euh, Après, généralement, ça aide à l'aimer un peu plus ou... tu sais, c'est le genre de jeu que je peux dire je porte dans mon cœur presque là, parce que Civilization, je joue à ça depuis longtemps. Tu sais, c'est presque nostalgique là, à quel point ces jeux-là vont rester comme plus importants pour moi. Mais est-ce que ben, oui, je les apprécie plus à cause de ça, mais est-ce que si c'est des bons jeux au bout de la ligne, ça va pas changer grand-chose. Par contre, ça arrive que tu vas aimer un jeu qui est pas si bon que ça, mais juste parce que tu aimes vraiment le thème ou la franchise, ben, dans ce cas-là, oui, ça va t'aider. Ouais, ouais, bonne réponse, hein, bien diplomatique. Ça dépend, dans le fond, c'est ça que je comprends, hein, ça dépend. Parce que, tu sais, tu dis ça, puis tout, puis là, t'as parlé de Civilisation, pour moi, qui est presque un cas de figure, parce qu'on s'entend, Civilisation, Oui, c'était un jeu de oui, table, oui, oui, en qui effet. est devenu un jeu vidéo, qui est devenu un jeu de société, qui est devenu un jeu de table, qui est devenu un jeu vidéo. Donc, c'est quand même assez unique, là, comme situation, parce que je regarde le top 100 de BGG, là, puis si je me trompe pas, il y en a aucun jeu inspiré de jeux de société, là, de jeux vidéo, excuse-moi. Il y en a pas, là, parce que est-ce que c'est des jeux qui sont peut-être un tout petit peu moins bons, ou que c'est pas des auteurs qui sont des fervents auteurs de jeux de société qui ont pris ces jeux-là puis qui ont décidé de les adapter? Je suis curieux de voir justement où ce genre-là peut aller, qui est un genre très spécifique, qui vient avec des contraintes très précises, là. Ouais, oui, oui, respect du thème et tout. Ben écoute, c'est une bonne chose que tu me dis ça. J'avais pas pris conscience de ça. Ça me surprend un peu. En même temps, quand je vois ça, je vois aussi beaucoup de jeux peut-être plus nichés, très gamer. On s'entend que le jeu numéro un c'est Gloomhaven, là. Fait que les jeux de figurines massifs, Ok. Oui.
C'est ça. Après, je peux pas te dire. Non, C'est différent pour chaque jeu. Après, tu sais, je te dirais, oui, si l'adaptation du jeu a été faite par un auteur connu, il y a plus de chances que ça soit bon. Tu sais, on s'entend, ou par une compagnie d'édition plus reconnue et tout. Euh, The Witcher, le jeu de société, c'était pas incroyable, même si ça a été fait par Trevicek. Ok. Donc, il faut pas non plus penser que c'est automatique, mais non, moi je pense que ça c'est à évaluer au cas par cas. Je peux pas te donner des règles universelles pour classer un ou l'autre. C'est à voir, c'est à regarder le développement, puis un peu c'était quoi l'intérêt de la compagnie pour faire cette adaptation-là. Est-ce qu'elle est plus commerciale ou elle est plus justement pour diversifier puis proposer du nouveau contenu, t'sais. Oui, et excuse-moi, en fait, j'ai parlé un peu vite là, en disant qu'il y avait pas dans le top 100. Et en fait, il y a Mech versus Minion qui est 35e sur PGG. Donc, c'est le jeu qu'on a parlé tantôt qui était fait justement par les propres créateurs du jeu qui voulaient créer un jeu qui est, somme toute, assez unique. Il est pas justement, ok, ben on va faire un jeu de figurines avec des cartes puis plein d'affaires de même. Quelque chose qui voulait justement, qui se voulait unique et qui se voulait spécial. Ouais, adapté à son médium qui est le jeu de société, tu sais. C'est ça, exactement. Donc de penser que quand je prends un jeu vidéo et je l'amène en jeu de société, ben c'est pas juste de prendre les choses d'un puis de l'amener dans l'autre. Ouais. D'ailleurs, je trouve que Civilisation New Dawn fait très bien ça parce que, tu sais, oui, la Civilisation de Sid Meier's, The Board Game, c'est un gros jeu, puis on sent le jeu vidéo. C'est presque pas une genre de copie, mais tu sais, on a pris les choses du jeu vidéo, on les a mis sur carte. Alors que New Dawn. Même si on a évacué beaucoup de choses malgré tout. Ouais, c'est sûr. Mais en évacuant tout ça, ça reste massif. Là. Alors que New Dawn, c'est un jeu qui dure 1 heure, qui est des mécaniques de board game qui sont vraiment uniques. Donc je pense que simule quand même bien l'aspect que le temps passe, que tu évolues tes technologies, tu sais, puis d'évolution, mais c'est la beauté de le faire dans des mécaniques propres aux jeux de société qui sont abstraites, mais qui au bout de la ligne, quand tu les fais, tu te rends compte que ça fit avec la thématique. Ouais, exact. Je trouve que ça, c'est des beaux exemples de jeux justement qui ont su vraiment aller extraire l'essence d'un jeu vidéo, là. Mais je pense qu'on est maintenant rendu au top 5. Et c'est un top 5 un peu spécial, hein, si je me trompe pas. Oh que oui! Très spécial parce que on va vous donner un top 5 de jeux vidéo qu'on aimerait voir adaptés en jeux de société. On n'avait pas assez de jeux d'adaptation pour faire un top 5. On voulait te parler de plusieurs, donc là, on voulait délirer un peu sur quel jeu, là, toi, il te fait tellement triper que tu te dis, je peux pas croire qu'il n'y a pas juste qu'il n'y a pas un jeu qui est sorti sur cette thématique-là, mais qu'il n'y a pas un bon jeu moderne, récent qui est sorti sur ce sujet. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va vous parler de nos quelques jeux vidéo qu'on aimerait bien voir adaptés. Clairement, City Skyline serait sur ma liste. Si on avait fait cette émission-là il y a un an, genre, mais... ouais, là, il est là, le jeu, mais on sait pas s'il est bon parce qu'on y a pas joué. Là. Exact. Ouais, moi aussi, il serait sur ma liste si... C'est ça, il serait sur ma liste. Numéro 5. Alors, mon numéro 5 est un jeu vidéo que j'ai pas joué tant que ça, et c'est pas un jeu que je vais jouer tant que ça, parce que c'est pas le type de jeu que je préfère. Par contre, j'aime beaucoup cette thématique et j'aimerais la voir plus dans les jeux de société, et c'est le jeu Battletech. Battletech, un jeu de mecha, man. On se promène, on upgrade nos mechas, notre team de mechas, puis on remplit des missions. C'est quand même une thématique que j'aime beaucoup, que je sais qu'il y a quelques jeux qui ont tenté de l'utiliser et tout. Je n'ai pas trouvé là, un jeu qui le reflétait Mais tu veux pas un gros jeu de figurines, là? Ben oui, je veux ça. Avec Battletech, c'est parfait, là. Surtout si tu peux monter ou démonter des petits trucs sur tes figurines, là. C'est comme... Il faut que ça prend ça, là.
Ok, je vois le genre de jeu. Ça te prend un gros terrain, ça te prend une table de poule là, avec des petites montagnes puis des faux arbres. Ben, j'irai pas jusque-là, mais comme on veut se Ok. faire un gros jeu là, de miniature, ouais, ça pourrait être le fun, ouais. J'aimerais bien ça. Bon, ben, tu peux commencer à jouer à Warhammer. Je pense que tu vas aller trouver ton Ouais. compte là-dedans, là, mais prépare-toi à investir ton On est... fonds de pension. Ouais, c'est ça. Mon numéro 5, c'est le jeu Super Smash. Oh, shit. Super Smash, Ben jeu oui. de combat de Nintendo avec tous les personnages emblématiques de Nintendo. Il n'y a pas beaucoup déjà de fighting games là, qui sont faits en jeu de société. Mm. Et moi, je l'imagine vraiment là, pratiquement un jeu de programmation. T'as Mm. ton personnage sur il y a vraiment le plateau, là, c'est genre la plateforme, puis t'as ton stage, puis tout ça, t'as ton personnage qui est dessus, et tu mets des actions secrètement, on les révèle tout en même temps, et on fait les actions dans l'ordre qui arrive, les gens sautent, les gens se tapent, il y a des items qui tombent, t'essaies de les ramasser. Donc ultra chaotique, si on veut, on sait les jeux de programmation, souvent ça l'est. Ben oui, Euh, ça fut très bien. Ça fut Ouais, très c'est bien, ça, ça fut très bien. j'ai souvent réfléchi à ce jeu-là que j'ai jamais joué, mais qui a de l'air le fun, je trouve. Donc, Mm. Super Smash, je pense que ça pourrait fonctionner. Ouais, ben écoute, j'avais de la misère un peu à voir, mais en me disant jeu de programmation, je me dis oui, là on a quelque chose, là, ça peut être très cool. Numéro 4. 4. Mon numéro 4 est du même studio qui a sorti le jeu This War of Mine, qu'on n'avait pas parlé plus tôt, mais qui est aussi une très bonne adaptation. Et c'est le jeu Frostpunk. Oh. Le jeu Frostpunk, c'est un jeu un peu post-apo où on se retrouve au pôle Nord, dans la glace. En fait, on est dans une ère glaciaire. La Terre est revenue dans une ère glaciaire et on a une grande un grand chauffe-eau, si on veut, au centre de notre ville. Et nous allons construire notre ville, mais vraiment en cercle. Donc, c'est comme un jeu de construction de ville, mais dans lequel on va... toute la ville est dans le fond, est entourée par... toute la ville doit être alentour du point qui réchauffe. Parce qu'évidemment, plus tu vas placer tes maisons loin du point central, ben, plus tes maisons vont être froides ou tu pourras pas activer certains bâtiments à cause de ça. Donc, gros jeu quand même de gestion, gros jeu de city building, mais je pense que l'essence du jeu, c'est un petit peu comme ce qu'on retrouve dans This War of Mine, c'est-à-dire que c'est quand même, malgré tout ça, ça reste un jeu qui est scénarisé et qui offre une expérience émotionnelle, disons, pas si plaisante, là, si on veut, mais qui nous met dans un état un peu émotionnel, un peu difficile, où c'est vraiment des crises ou des trucs assez lourds qu'on doit porter. Là, pour ceux qui connaissent This War of Mine, le jeu vidéo, ben, le jeu de société est aussi terrible, aussi déchirant. Donc c'est ça que je vois. Après ça, je sais que l'adaptation, bon, un jeu de construction de ville, je pense pas, même si c'est très le fun dans le jeu, je pense pas que ça va être ça l'essence, mais je le vois vraiment comme cette espèce de jeu où tu vas devoir gérer ta population et gérer les différents événements et scénarios qui arrivent là, pour réussir à t'en sortir puis à garder la foi dans ta ville là, pour que les gens gardent espoir. Oh, ben, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je voudrais jouer à ce jeu-là. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, numéro 4, en fait, c'est le jeu Pokémon. Ah, ben là. Pokémon. En fait, il existe déjà bon, le jeu de cartes Oui, collectables de Pokémon, bien oui. entendu. Mais il existe aussi le jeu Master Trainer, Oh là qui là. est un jeu quand même assez emblématique là, de Pokémon, qui est vraiment un gros jeu. Gros euh, plateau, plein de tokens. Plein de tokens. En fait, en réalité, moi, ce que je veux, c'est le jeu Master Trainer, mais Bon. ben, tu sais, refaite selon les standards de notre époque et pour des joueurs qui ont maintenant 10-15 années d'expérience dans le jeu. Donc, un genre de méga jeu. Tu sais, on pourrait aller vers un... J'ai pas joué à Gloomhaven, je suis pas un fan de ce genre de jeu-là, mais j'irais avec ça, un Legacy Pokémon. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là, à cet endroit-là. Vraiment vivre là, les aventures, attraper des Pokémon, les faire évoluer. J'ai vraiment... il me semble que ça me rendrait heureux de jouer à ça. Hmm. Ouais, je pense que je l'ai pas mis sur ma liste parce que j'ai de la misère à voir
qu'est-ce que ça pourrait être, parce qu'il y a tellement de contenu dans Pokémon aussi. Mais non, mais là, c'est un gros jeu, c'est un sandbox, le 2e sandbox jeu de table. Oui, c'est ça, exact. Mais bon, on s'entend qu'il y a plus de 1000 Pokémon, hein, donc faut falloir non, mais tu fais ça Legacy, le saison 1, tu passes from scratch, la Red, saison 1, Blue, genre? ben oui, Ah ouais. la cassette Ah ouais. bleue, la cassette rouge, on repart là, on va chercher les fans de jeux qui ont joué à ça quand il y avait 12 ans, puis là maintenant, qui ont 25, 40, 30 ans, qui sont des fans de jeux de société et qui veulent se faire une aventure épique. Ouais. Je suis bien d'accord. Je vois pas à quel moment ça va exister, malheureusement. Je crois pas que la compagnie Pokémon prenne cette direction-là, malheureusement. Comme on peut voir, on reste assez dans un style jeunesse quand on parle de Pokémon. Même si j'aime toujours autant ça, mais j'aimerais ça avoir des trucs plus gamer, plus adultes, si on veut. Pour Pokémon, moi aussi, mais en jeu de société, j'ai vraiment de la misère à le voir. Mais T'es tellement défaitiste, JF, t'es tellement défaitiste. non, je suis réaliste. Sérieusement, j'ai de la misère à concevoir que tu sois aussi défaitiste Mais là, à Pokémon. Pokémon Shield et Bouclier, on est supposé avoir des zones ouvertes 2 fois gros comme les zones de Zelda, puis oublie ça, là. C'est le même jeu. C'est le même ouais. Jeu. Ah, ok. Non, bon, mais c'est excellent, mais il n'y a pas d'innovation dans les jeux Pokémon. Faut pas t'attendre à beaucoup ça. Ça a jamais été leur force, puis ils n'ont pas l'air de prendre cette direction-là. Bon, ben, en attendant, pour les fans, rabattez-vous sur les Pokégames. D'ailleurs, il y a un épisode qui devrait sortir là, avant la fin de l'année de Pokégame. Yes. Numéro 3. Mon numéro 3 est un jeu de roguelike qu'on appelle, et c'est le jeu FTL, Faster Than Light. Un jeu où on est à la base, on choisit notre vaisseau spatial et on est une crew de 3 astronautes. Évidemment, on est dans un univers sci-fi avec plusieurs races. On va avoir différentes races d'extraterrestres qui peuvent être dans notre vaisseau, qui vont apporter différents bonus. Et on voit notre vaisseau de vue de haut. Et on va pouvoir voir nos personnages dans le vaisseau et les déplacer d'une zone à l'autre pour activer certaines actions. Et évidemment, confronter les ennemis. C'est un jeu roguelike où on va être forcé à avancer toujours dans le jeu. Donc c'est un peu linéaire dans le sens que il y a plusieurs chemins et plusieurs possibilités, mais on est toujours forcé à avancer vers la fin du jeu jusqu'à atteindre le boss final pour le vaincre. Et une fois que c'est fait, ben souvent on a unlocké des nouvelles capacités ou des nouveaux véhicules qui nous permettent de rejouer le jeu, mais avec un nouveau gameplay. C'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai joué beaucoup dans le style roguelike et juste dans le style un peu de management de vaisseau spatial. Là, je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec Faster Than Light. C'est un jeu quand même qui a été assez populaire et qui a popularisé un peu ce type de jeu-là, plus récemment, je veux dire. Et j'aimerais vraiment ça, voir une version Faster Than Light, même si le jeu commence à avoir quelques années, ça serait surprenant. Là, tu parles justement de jeux roguelike. C'est pas quelque chose vraiment qui existe encore, en tout cas à ma connaissance, dans les jeux de table. Ouais. Alors que dans le fond, pratiquement tous les jeux de table, c'est des roguelikes parce qu'on recommence toujours la même chose tout le temps. Mais il n'y a pas l'aspect, si on veut, de transférer des choses d'une partie à l'autre qui fait qu'on refait la même chose, mais en étant meilleur, donc on va se rendre plus loin. Je serais curieux de voir ça en jeu de table, justement, comment ça pourrait se traduire. Ouais. J'étais d'accord avec toi avant d'avoir une discussion. Parce que on m'a mieux défini c'était quoi, mettons, qu'est-ce qui définissait le roguelike. Et en réalité, le roguelike, c'est défini par le permadeath et par la génération automatique, la génération aléatoire de terrain. Okay, on s'entend, ça c'est les deux aspects. Après, qu'il y a de l'évolution ou pas dans le jeu, c'est pas nécessairement typique du roguelike. Donc, les deux aspects principaux, c'est le permadeath. Donc, une fois que tu as perdu, tu recommences de zéro. Fait que du player elimination, là, tu veux dire? Ouais.
Et Ok. le fait que ça se régénère automatiquement, donc c'est pas level designé, que ton premier tableau il a pas été designé, mais par Ouais, donc un ta carte est designer aléatoire, qui est aléatoire puis qu'elle et est que procédurale, en fait. qui est procédural, et voilà. Et donc, quand on comprend ça, on se dit, ben en fait, le solitaire, c'est un jeu roguelike. Hmm. C'est triste, hein? C'est. Je pense que je vais en reparler de ça parce que c'est pertinent. J'ai été assez choqué de me rendre compte de ça. Mais comme tu dis, fermons la parenthèse, mais en effet, le style, si on veut, roguelike, ou du moins l'expérience qu'on connaît, roguelike du jeu vidéo, il n'y a pas t'as raison, il n'y a pas de translation vraiment telle quelle. Il n'y a pas de jeu en jeu de société. Tu dis, ah, ça c'est comme un roguelike en jeu vidéo. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est un style qui va arriver un jour en jeu de société. Je sais juste pas comment et je sais pas quel jeu va percer ça là, un jour. Ouais, exact. C'est bon. Ça m'intéresse de voir aussi ce jeu-là. J'ai pas joué beaucoup à Faster Than Light, mais j'ai joué à beaucoup de roguelike. Puis c'est un type de jeu qui est vraiment intéressant, Ouais, justement. Mais en plus, c'est des jeux aussi, je trouve, qui sont vraiment solo. Ouais. Les Exact. jeux solo, c'est une tendance dans les jeux de table qui est de plus en plus présente. Donc peut-être que ça pourrait coïncider là, à quelque chose entre les deux. Ouais. De mon côté, mon numéro 3, c'est le fameux jeu SimCity. Donc on parlait justement de City Skyline qui aurait pu être dans mon top mais maintenant qui existe en jeu. Je vais être SimCity qui est pour moi l'emblème de tous les jeux de construction de ville. Et d'ailleurs il existe un jeu déjà de SimCity de cartes. C'est un jeu 1994, cartes à collectionner. Le jeu est horrible en fait, c'est des photos sur les cartes, c'est des photos de gens, tu sais mettons t'as la City Council, c'est genre une fille, là, les cheveux noirs, des lunettes. Genre. Le City Member, Council Member, c'est un dude en suit qui a un téléphone cellulaire d'à peu près 40 cm de long dans les mains. Ouais, exact. J'ai aucune idée comment ça se joue ce jeu-là, mais j'ai genre 5 decks chez nous de SimCity. Quoi? Ouais, j'avais pogné ça dans un échange à un certain moment. Donc ça a l'air quand même assez cool, mais c'est vraiment compliqué. J'ai essayé de lire plusieurs fois les règles et c'était difficile à comprendre. C'est pas exactement comme ça que j'imagine le jeu de SimCity. Par contre, ce qu'on n'a pas vu souvent, et tu sais, on dit souvent les jeux de ville, on en veut un bon, on en veut quelque chose, mais celui-là, il y a quelque chose que même les jeux les plus modernes n'utilisent pas, c'est des cartes. Pratiquement, et des cartes avec plein de sortes de bâtiments dessus, plein de sortes d'effets, plein d'affaires. Donc, vraiment, tu te construis ton deck de ville, et ça, je trouve que c'est un aspect intéressant. Là. D'ailleurs, ils ont une extension qui s'appelle World Trade Center pour le jeu original. Là. Donc, en tout cas, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais bon, SimCity, j'aimerais bien voir là, une vraie mouture de SimCity, quoique j'ai très hâte d'essayer City Skyline. Numéro 2. Alors, mon numéro 2, qui est aussi ton numéro 2 et notre seul jeu en commun, et c'est le old school jeu Roller Coaster Tycoon. Roller Coaster Tycoon! Oui! Donc, quand on parle de jeux de construction de ville, on est aussi pas capable de prendre des jeux de construction de parcs d'attractions. Ça marche. Et ça, selon moi, là, c'est la thématique la plus galvaudée dans le monde du jeu de table. C'est pas comme s'il en existait pas des jeux de parcs d'attractions. Sont toutes terribles. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Je le sais pas. D'ailleurs, un jeu de Roller Coaster Tycoon sorti en 2002 qui a l'air de faire partie du lot des autres jeux que tu parlais. Donc, donc on est dû pour une nouvelle version, je pense. C'est un jeu... C'est juste l'attrait, la thématique du parc d'attractions est tellement le fun. Il faut arrêter de penser que c'est juste les gamins et faire des jeux pour enfants. Là. Il faut des roll and move, des trucs comme ça. J'en avais quand j'étais enfant, en plus des jeux de parc d'attractions, mais c'était tout terrible. D'ailleurs, Monopoly Junior, c'est un jeu sur les parcs d'attractions. Ah oui? Ouais, ça se passe dans un parc d'attractions. T'achètes des manèges. Nice. Non, c'était pas bon. Mais non, ça, c'est que Roller Coaster Tycoon, ça reste à ce jour un des jeux de gestion les plus
les plus complexes et les plus poussés qu'il y a eu. Tellement de possibilités jusqu'à choisir combien de glace tu veux mettre dans ta limonade. Et d'un autre côté, tu vas construire des montagnes russes from scratch. Après ça, tu vas décider toute la marchandise que tu vas vendre. Tu vas setter le prix de tes billets, construire toutes les attractions aussi. C'est un jeu vraiment très, très, très bon. Fait que j'ai l'impression que ça prendrait un jeu de table très massif là, pour traduire toute la complexité de ça, mais j'aimerais vraiment ça. Ouais, ben numéro 2, hein. Donc, Ouais, mais c'est ça, c'est dans... comme tu dis, il y en a beaucoup, mais en même temps, moi, j'étais prêt à dire il y en a pas. Parce que justement, il y en a... j'en vois pas des excellents passés, là. Donc, oui, il y en a beaucoup, mais en même temps, non, il y en a pas assez. Il y en a pas assez des bons, il faut en faire non. plus. Puis en plus, moi, les thèmes de parcs d'attractions, c'est pratiquement des auto-buys pour moi. Donc, c'est des achats automatiques. Et en fait, là, j'ai dû mettre un frein là-dessus parce que c'était d'une déception monstre. Là. À chaque fois, j'étais plus déçu que la fois d'avant. Ouais. Donc, pour calmer mes envies, je vais juste faire une petite parenthèse sur un jeu qui s'appelle Open RCT 2. Open Roller Coaster Tycoon 2. Ouais. On avait parlé, je pense, un tout petit peu il y a quelques temps, mais c'est dans le fond le Roller Coaster Tycoon 2, le classique, qui a été modé, en fait, qui est gratuit en ligne, et c'est multijoueur. Quoi? Ouais, donc c'est Roller Coaster Tycoon totalement normal. La seule différence, c'est que t'es plusieurs à jouer en même temps. À faire le même parc, dans le même parc. Et c'est vraiment cool, en fait, parce que ça crée des situations, là, tu sais. Ok, moi, je m'occupe de gérer les gars qui ramassent la scrap à terre, puis je fais tout bien ça, alors que l'autre personne est en charge de construire une immense montagne russe. Dilapide le budget, on n'a plus d'argent. Donc, ça crée vraiment des situations, là, puis ça permet de faire des parcs assez éclatés, là. Mais là, tu joues avec n'importe qui, il y a des serveurs, il y a des games, ou c'est comment... Il y a des games open, des parties ouvertes où n'importe qui peut joindre dedans. Et il y a des parties privées, en fait, où tu joues avec seulement les gens que tu veux. J'ai fait les deux, d'ailleurs. Les parties open, souvent, c'est argent illimité. Donc, Ouais. ça, c'est un peu plus frénétique. Les gens font des montagnes russes de fou, là, puis ça, c'est vraiment excitant pour ça. Mais on a joué beaucoup aussi entre amis les modes campagne, donc les scénarios. Et donc les défis, là, il faut que ton parc ait tant de visiteurs à tel moment, il faut que tu aies généré tant d'argent. Nice. Donc on faisait ça en groupe, puis c'était vraiment cool, en fait, même si c'est un peu chaotique. Ah, très cool. Numéro uno. Mon numéro 1 est un jeu un peu méta, mais qui serait encore plus méta si on l'adapterait. Et c'est le jeu Game Dev Tycoon. Game Dev Tycoon. Un jeu où on fait des jeux vidéo. Est-ce que dans ta version, est-ce qu'on ferait des jeux de société? Ben, c'est ça l'affaire. C'est ce que j'allais dire. Ben oui, on peut faire une version. J'aimerais ça voir une version de Game Dev Tycoon. Ça reste très excitant. Créer des jeux vidéo, donc tous les aspects, toutes les étapes de production, engager son personnel, puis donc essayer de faire les meilleurs jeux et tout. Très le fun. Après, ben, tant qu'à l'adapter en jeu de société, adaptons le thème, puis appelons ça Board Game Dev Tycoon. Oh. Donc, moi, c'est un peu... oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est une thématique que j'aime beaucoup. J'étais un peu triste d'apprendre que finalement, Prêt-à-porter n'allait pas changer de thème pour une thématique plus création de jeux vidéo, justement. C'était la rumeur, mais finalement, ils sont revenus avec Ouais, Prêt-à-porter 3e édition. Puis c'est bien correct, elle est eu... super belle, puis je suis bien content, c'est une belle thématique aussi, mais je suis un peu déçu de ne pas avoir eu ce jeu finalement où on est justement dans la peau d'une compagnie de jeux vidéo, on crée ces jeux vidéo-là, donc j'aimerais bien ça voir cette adaptation-là, et encore plus si on l'adapte à notre média pour en faire un vrai jeu méta, et faire un Board Game Dev Tycoon. Mon numéro 1, en fait, je peux pas croire que ça existe pas encore en jeu de société. En fait, je dis ça existe pas, ça existe. Il y a une version qui est sortie en 2012 et ensuite il y a une version de card game qui est sortie en 2014. C'est le jeu, bien entendu, Heroes of Might and Magic. Pour moi, en fait, c'est un jeu de table sur ordinateur à la base. Donc, je comprends pas pourquoi ce jeu-là n'existe pas encore
en jeu de table. Oui, massif, oui, jeu de campagne probablement et tout ça, mais c'est parfait pour en faire un jeu de table. En fait, c'est un jeu de table sur ordinateur. Déjà au départ, souvent dans les jeux vidéo, qu'est-ce qu'on va... Une grosse différence entre les jeux vidéo et les jeux de table, c'est tout le côté machine. Dans le sens que l'ordinateur fait plein de calculs pour toi qui sont cachés derrière, va gérer souvent le hasard, va gérer le nombre de dégâts que tu as reçus, va gérer plein de choses qu'on voit pas passer. Alors que les jeux de table, c'est comme si on avait ouvert le squelette puis on voit tout l'intérieur. Mais Heroes of Might and Magic, c'est un jeu dans lequel le squelette est visible. Il n'y a pas de choses qui sont comme cachées derrière le code. Il n'y a pas de fonctions secrètes qui te cachent comment le jeu fonctionne. Tout est dévoilé, tout est visible. Donc, pour moi, c'est un jeu qui s'adapterait tellement bien en jeu de table. D'ailleurs, la version à l'ordi est tellement terrible que c'est... Ben, pas est tellement terrible, mais en mode multijoueur, c'est encore turn-based, c'est encore tour par tour. Donc, pourquoi pas en faire un beau jeu de table? Je pense que les gens s'amuseraient plus autour d'une table que devant un ordinateur. En tour par tour, surtout, c'est terrible. En tour par tour, c'est tellement long, tu sais. Fait qu'Heroes, c'est son plus grand défaut en tant que jeu de jeu vidéo, mais c'est sa force qui pourrait en faire un excellent jeu de table. Il y en a un, en plus, ça, je regarde la version de 2012, puis tout est là. Massif, tout est là, ouais, ça a l'air massif, mais elle est pas belle, c'est ça, les cartes sont pas belles, et je suis sûr que c'est un jeu vraiment trop compliqué, vraiment interminable, qui doit pas être excellent. Par contre, j'aimerais vraiment voir une nouvelle version de ce jeu-là. Je vois énormément de versions mobiles qui sortent et elles sont toutes aussi terribles les unes que les autres. Je pense qu'on est dû pour une bonne version jeu de table. Ouais. Bon choix. En effet. Oh, ben JF, ça met fin à cet épisode. C'est un sujet quand même plus dense que je pensais. L'adaptation de jeux vidéo, on aurait pu en parler encore plus longtemps. Les défis d'adapter un jeu. Justement, on a glissé quelques petits mots à la fin sur les différences entre les jeux vidéo et les jeux de table. Je pense qu'il y a matière à pousser cette réflexion-là encore plus loin. Là. Ouais, absolument. Puis, je pense qu'il y a aussi... une grande possibilité pour les designers de pousser l'adaptation encore plus loin. Puis, comme on va avoir de plus en plus d'intérêt à adapter des jeux, j'espère qu'on va voir pas plus de jeux adaptés, mais plus de jeux qui sont bien adaptés au niveau des mécaniques, qui sont bons aussi en jeu de société, pas juste pour avoir un jeu qui se vend parce qu'il y a une licence. Donc j'espère que cette industrie va comprendre aussi que c'est important d'engager des bonnes personnes ou les gens compétents dans l'industrie du jeu pour faire des bonnes adaptations de leurs jeux et que c'est plus payant à long terme que d'avoir des jeux qui ne t'offrent pas très longtemps et qui plaisent juste au public cible. Donc c'est un grand défi en effet et je suis bien hâte de voir si certains de nos jeux qu'on a pas qu'on a prédit mais qu'on aimerait voir vont un jour voir le jour sur les tablettes. Oui, effectivement. Sur ce, on en profite toujours comme à l'habitude, à la fin de nos épisodes. Vous voulez être commanditaire de Balado Ludique, c'est le moment parfait où on parlerait de vous pendant... Combien de temps, Jeff, on a dit qu'on parlait de nos commanditaires? 2 minutes. 2 minutes. 5 minutes. 3 minutes. En fait, je pensais que c'était comme 8 heures, mais ok, ouais, donc ça va dépendre justement de combien vous payez. On s'est fait demander notre grille tarifaire pour la première fois cette semaine. On n'en avait pas, bien entendu. On n'était pas prêt à ça. On n'était pas prêt, fait que... Non, c'est ça, exactement. Donc, on va travailler là-dessus, ceux qui sont intéressés par ça. Sinon, comme vous avez vu, on fait maintenant des reviews. Donc, si vous avez des jeux qui s'en vont sur Kickstarter ou qui s'en vont pas sur Kickstarter, en fait, on est intéressé de faire des reviews de ça les plus honnêtes possibles. Vous saurez une chose, si vous avez entendu sur Balado Ludique que c'était bon, c'était bon. Sinon, on l'aurait trashé. En tout cas, sinon, on l'aurait trashé. En tout cas, tout le monde l'aurait trashé. J'ai entendu dire peut-être que j'étais plus sévère, mais en même temps, c'est juste parce que moi, je dis mon opinion. C'est la seule différence. En fait, je suis pas plus sévère. Il y a des jeux que j'adore, il y a des jeux que j'aime pas. C'est ça, la vie. Là-dessus, JF, je pense que ça fait le tour de l'épisode. On a
encore plein de choses qui nous attendent pour le reste de la saison. On n'est qu'à la moitié, mais la deuxième moitié, si vous vous dites que la première moitié était expérimentale, vous allez voir que la deuxième moitié, c'est quelque chose de très expérimental. Donc, sur ce, JF, je te souhaite une excellente journée. À toi aussi. On se revoit la semaine prochaine. Yes, à bientôt. Ciao. Bye.